Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et bienvenue à tous et à toutes pour cette avant-dernière des vraies voix de l'été. Bienvenue. Oui, alors on est ensemble. C'est l'avant-dernière de l'été, ouais, là. C'est l'avant-dernière. Vous êtes triste de me quitter. Hein. Oh on aura l'occasion de se retrouver, mais c'est les auditeurs de Sud Radio. Enfin, oui, mais bon, moi, vous allez me retrouver dès le week-end prochain. Bon, alors, de toute façon, aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 20h. On fait un spécial paralympique tout à l'heure et mobilité de 19h à 20h. On va en parler tout au long de ces vraies voix, des paralympiques évidemment. Et pour le petit clin d'œil, n'oubliez pas que votre voix est aussi inspirante que les exploits de nos athlètes. Vous pouvez appeler Aude au 0826 300 300 pour commenter l'actualité, donner votre opinion, parce qu'elle compte sur Sud Radio, vous le savez, parlons vrai. Alors, normalement, on a 3 vraies voix. On en a qu'une qui est autour du plateau pour l'instant. Alors, il y en a une deuxième qui arrive. Ils arrivent. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Il y a des embouteillages. les Jeux paralympiques. Et pour accéder, en fait, eh bien, c'est toute une histoire. C'est ça. Bon, on salue le premier qui a de toute façon un pass qui passe partout. Les gars, monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez. Pardon, excusez-moi, monsieur Fauvergue. Ça marche encore la carte, Jean-Michel Fauvergue? Non, moi j'arrive à l'explosif. Là, je fais exploser les choses. Ancien patron du RAID, ancien député, ça laisse quelques petits accès, ça, non, quand même, non? J'évite de m'en servir, moi. C'est bien, vous êtes un bon citoyen. Mais là, je suis parti tôt. C'est ça. Merci, mesdames, on vous attend. Le message. Voilà, donc on sera aussi avec Raphaël Rémy-Leleu tout à l'heure, dans pas longtemps, qui est conseillère. Elle est là. Elle arrive au moment où je prononce son nom, on adore. Donc Raphaël Rémy-Leleu, vous êtes conseillère de Paris, écoféministe, vous êtes auteur de, en plus, Beyoncé est-elle féministe, on adore, installez-vous. Alors vous venez de courir, vous êtes donc essoufflé, mais reprenez votre souffle. Est-ce que Beyoncé était féministe? Et là en étant essoufflé, ça s'entend. Eh bien, c'est un sport d'être féministe, absolument, un sport de combat parfois. Merci Raphaël d'être parmi nous, parce que il fallait jongler justement avec et on les attend accès. toujours Jessie Claude aussi, qui est conseillère régionale centriste Île-de-France. D'accord, vous le faites, d'accord, ok, très bien. Pardonnez-moi, je vous en prie, parce que je voulais la présenter parce que je l'aime c'est votre tellement, copine. Vous allez pouvoir faire votre petit mot là. Allez-y, on attend. Non, mais c'est un mystère. Si d'ailleurs vous les auditeurs, vous savez où est Jessie Claude, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, parce que pour l'instant c'est un mystère. Voilà. Mais du coup on peut donner le programme. C'est ça, à 17h30, notre grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Après avoir rejeté l'option Lucie Castel, la possibilité d'un gouvernement technique se dessine comme une solution potentielle pour Emmanuel Macron. Le député Renaissance, Mathieu Lefebvre, a suggéré qu'un Premier ministre de centre-droit, ou de centre-gauche d'ailleurs, avec une expérience parlementaire, pourrait être une option crédible si l'Assemblée lui donne sa chance. Cette hypothèse semble de plus en plus plausible, pardonnez-moi, selon lui. Alors du coup, vous, les auditeurs de Sud Radio, qu'est-ce que vous en pensez? Vous votez sur X, évidemment, à notre question. Emmanuel Macron est désormais contraint de nommer à Matignon selon vous, Premier ministre centre-droit, centre-gauche, technicien ou société civile. Alors vous n'hésitez pas évidemment à voter puis à nous appeler pour réagir au 0826 300 300. C'est presque du football, on aurait pu dire 1 ailier droit, 2 demi-centre, 3 libéraux. On n'en est pas loin. Après c'est votre langage à vous, ça. Millions de sélectionneurs. Voilà, en plus. Il faudrait pas qu'il gagne autant quand même, ça serait embêtant par contre. Allez-y, Frédéric. Alors, toujours au niveau du programme, 18h40, c'est le coup de projecteur. Le discours a d'abord touché parce qu'il traduisait sans ostentation la douleur d'une femme qui venait de perdre injustement son gendarme de mari. Puis certains propos ont suscité la réflexion. La veuve de l'adjudant Éric Comines accuse la France d'avoir tué son mari. D'où la question de notre coup de projecteur. La France est-elle responsable de la mort du gendarme Comines? Vous donnez bien sûr là aussi votre avis sur la question sur le compte X de Sud Radio. Et là aussi, vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Et d'ailleurs, décrochez votre téléphone, on file au répondeur. Le répondeur avec Laurent de Montpellier sur le décès du gendarme qui dit que ce n'est pas un accident de travail, c'est un accident de service. Oui, bonjour, je voulais réagir sur le meurtre du gendarme. Donc le journal L'Humanité titre apparemment, d'après, je vous ai écouté à la radio, titre que c'est un accident du travail. Alors ce sont des incompétents, l'Humanité, parce que ce n'est pas un accident du travail, mais c'est un accident de service. C'est un serviteur de l'État qui est mort pendant son service. Il a été assassiné. Donc ces gens-là sont complètement incompétents, ce sont des caramels, ils ne valent rien. Ça c'est l'Humanité, ils ne valent rien.
ils disent beaucoup d'âneries, ils manipulent l'information. C'est l'humanité. Voilà. Allez, bonne journée. Jean-Michel Fauvergue, vous avez envie de réagir à chaud là? Oui, c'est pas non plus un accident de service, c'est une mort en service. C'est-à-dire qu'il a été tué dans une action de service. Un accident de service, c'est quand par exemple, on va au service en véhicule et on a un accident et voilà, ça c'est un accident de service. Il est mort en service, il faut le rappeler. Il est mort en service commandé. Il est mort au service de la France. C'est une provocation, Raphaël Rémy-Leleu, de la part de l'humanité. C'est un message politique. Comment vous le percevez? Non, je ne pense pas qu'on soit dans la provocation, et j'entends la colère de Laurent peut-être, mais je trouve que c'est une charge assez abrupte, voire brutale vis-à-vis de l'humanité, qui doit avoir d'autres racines que cette seule une. En tout cas, il semble. Non, mais c'est justement, ça l'a marqué. Ça veut dire que quelque part, les propos et Jean-Michel Fauvergue aussi. Vous savez, moi, je suis quand même un peu choquée qu'on passe à l'antenne une personne qui parle comme ça de confrères et de consoeurs journalistes, parce que c'est ça aussi l'humanité. Hein. C'est un journal. Oui, mais après on peut être choqué de se dire vous coupez la parole des gens. Enfin, vous voyez, il faut leur laisser la parole parce que c'est un avis qui est important. Je coupe la parole de personne. Je dis juste que, à mon sens, dans l'intervention de Laurent, il y a autre chose que le traitement simplement de ce drame et de cette mort en service. Merci d'avoir fait la précision. Et bien entendu, il y a quelque chose de politique dans la manière dont on qualifie cette mort. Bien entendu, je pense que pour l'humanité, il y avait la volonté de parler du travail, des conditions de travail des agents publics au sens large, puisque c'est ça qu'il y a dans l'article. Ça dépasse la simple polémique autour qui n'est pas simple d'ailleurs, mais il y avait une volonté de ne pas parler que des refus d'obtempérer de la part de l'humanité. Raphaël, vous venez d'avoir, mais une démarche journalistique, c'est-à-dire Jean-Michel. Je le prends très bien. Ben oui. Non, mais justement, Jean-Michel a dit c'est une mort en service, et vous avez dit justement le terme juste. Il se trouve que l'humanité est un journal, donc ce sont des journalistes qui utilisent les termes justes et qui là, en l'occurrence, ont utilisé celui-ci. C'est pour ça qu'il y a des tournements volontaires. Et encore une fois, faudrait poser la question aux journalistes de l'humanité et à la rédaction, mais je pense que c'est assumé de leur part de poser la question des conditions de travail des agents du service public de manière générale. Jean-Michel et Fauvergue, ça n'enlève rien à la qualité du débat qu'on doit avoir sur le refus d'obtempérer. Est-ce que c'est vraiment ça le sujet? Est-ce que c'est la condition de travail des agents publics, ou le sujet c'est plutôt le problème de l'application en fait de la justice en tant que telle, de manière plus sévère dans ce genre de cas? Alors le sujet en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ce cas-là bien précis, c'est le sujet des refus d'obtempérer qu'on n'arrive pas à régler. Et le refus d'obtempérer, c'est cette manière de faire de certains, de mettre en danger, de foncer délibérément sur les agents de la force publique, de ne pas obéir aux injonctions des agents de l'État, ce que fait tout le monde d'une manière générale, pour des raisons diverses, qui vont du simple fait de pas avoir d'assurance ou de pas avoir de permis jusqu'à à être des truands chevronnés à l'intérieur de véhicules, de mettre en danger, de tuer des flics, de tuer des gendarmes de cette manière-là. Ça, c'est le vrai. Et la problématique, effectivement, et vous l'avez soulevé derrière, elle vient sur la problématique de, non pas l'absence de règles et l'absence de lois, mais la manière dont elles sont appliquées, et en particulier par l'autorité judiciaire. C'est ça le problème de base. Par les juges, quoi. Par les juges, oui. L'absence de pénalité dans ce pays est devenue quelque chose de rédhibitoire. Et peut-être qu'on n'en serait pas là s'il y avait des sanctions rapides, immédiates et beaucoup plus importantes. Bien sûr. Bon. Allez, au 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. On va voir notre auditeur fil rouge. On est avec David qui nous appelle de Saint-Gaudens. Bonjour David. Saint-Gaudens. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue David. On est toujours en Haute-Garonne, on est dans le Comminges, c'est ça? C'est le Comminges, tout à fait. Alors oui, on est en Haute-Garonne, mais c'est le Comminges avant tout. Ah oui, c'est pour ça. Vous avez vu, j'ai pris mes précautions, j'ai bien précisé, David. Alors, David, vous avez un coup de gueule, André, confirmant. Oui, tout à fait. J'ai un coup de gueule, pardon. Allez-y. Donc là, j'ai un coup de gueule qui est un peu toulousain, qui concerne l'attitude de certains membres de la communauté des jeunes du voyage. Par rapport à des installations, on va dire sauvages, mais surtout par rapport aux dégradations qu'ils sont capables de faire sur des lieux qui n'étaient pas appropriés. Et on a un cas sur Toulouse, on a un club canin avec un cynodrome qui a été totalement vandalisé,
Alors je comprends que la communauté des gens du voyage ont beaucoup de problématiques pour pouvoir s'installer lors de leur déplacement. Mais le problème, c'est qu'avec des attitudes comme ça, ils auront de moins en moins de lieux. Et il ne faudra pas qu'ils s'étonnent de la réaction des riverains par rapport à ça, quoi. Là, il y en a pour des dizaines de milliers d'euros de dégâts. Un club canin qui n'avait rien demandé à personne. Du matériel qui a été volé, du matériel qui a été détruit. Donc c'était donc vis-à-vis de certains membres de la communauté du voyage, à cause de qui, sur toute une communauté tombe l'opprobre des citoyens. Donc des gens qui demandent du respect, mais qui malheureusement ne sont pas capables eux-mêmes de se l'appliquer. Bon, nous avons eu l'occasion d'évoquer ce thème la semaine dernière. Effectivement, sujet qui revient de temps en temps. Merci en tout cas, David. Vous restez avec nous, parce que vous êtes notre auditeur fil rouge d'aujourd'hui. Alors, dans un instant, chers auditeurs, vous restez avec nous parce que ça va être les 3 mots de l'actu de Clément Harion. Et puis, ça sera évidemment suivi du grand débat du jour. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous, on est bien avec vous. Tout de suite, c'est les 3 mots de l'actu de Clément Harion. Vos 3 mots du jour, Clément: médaille, alcool et ministre. On commence avec médaille. Et oui, première médaille française, Marie Patouillet, médaille d'argent sur le 500 mètres de paracyclisme sur piste dans la catégorie C4-C5. Je vous laisse revivre ce moment, c'était il y a un peu moins d'une heure sur France Télévisions. De retard, il faut absolument qu'elle accélère encore. Marie Patouillet. Elle revient à 0,4. Ça va être serré, ça va être très serré. Allez, il faut y aller, il faut tout donner maintenant pour les 50 derniers mètres. Marie Patouillet. Oui, elle est devant. Et c'est une médaille de bronze assurée pour la Française dans les 250 derniers mètres. Elle a repris une demi-seconde à O'Brien et elle assure à la France sa première médaille des Jeux paralympiques. Alors à ce moment-là, Marie Patouillet s'assure le bronze. Oui, parce que c'est un contre-la-montre, chacun son tour. C'est un contre-la-montre et elle va ensuite profiter de la chute de la Britannique Kadina Cox pour se hisser donc à la seconde place et décrocher donc la médaille d'argent. Bon, ça y est, ça a commencé. Les Jeux paralympiques. Vous avez vu la cérémonie hier, Raphaël Rémy-Leleu? J'ai regardé attentivement. Alors, bien ou... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je l'ai trouvé très jolie. Je trouvais qu'il y avait aussi des messages politiques forts dans les chorégraphies. Après, j'ai quand même été frappée par la différence de moyens avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pour moi, ça continue de plaider dans le sens de fusionner à la fois la période d'épreuve, mais aussi les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Alors, moyen et aussi idée, parce que c'était un peu plus resserré au niveau des idées, je sais pas. Ouais, Jean-Michel Fauvergue. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était une belle cérémonie, effectivement beaucoup plus ramassée que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est beaucoup plus ramassé, mais avec des messages très forts. Moi j'ai beaucoup aimé les témoignages. J'ai vraiment été marqué par tous les témoignages. C'est vraiment des parcours de vie qui sont extraordinaires. Mais c'est pas de ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils veulent qu'on parle de leurs exploits athlétique. Et c'est de ça qu'il faut parler, effectivement. Ça tombe bien, on va aussi en parler tout à l'heure, dans le 19-20, en présence d'Anthony Martin-Smith, qui est un médaillé de judo. Clément Harion. Deuxième mot. Frédéric. Je vous laisse. Deuxième mot. Alors, c'est l'alcool. Et oui, c'est l'alcool. Oui, nouvelle information après la mort du gendarme Éric Comines à Mougins. Renversé après un refus d'obtempérer, on apprend aujourd'hui que le conducteur était fortement alcoolisé. Un taux de 1,09 g d'alcool par litre de sang. Dépistage effectué 8 heures après les faits. L'homme devait donc avoir une alcoolémie encore supérieure au moment du drame. On rappelle qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire avant d'être jugé donc pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Troisième mot de l'actu, Premier ministre, j'ai envie de dire, Clément. Oui, Emmanuel Macron, toujours à la recherche de son premier ministre. Donc, suite des consultations aujourd'hui, le président de la République a reçu Carole Delga, présidente des régions de France, et Renaud Muselier, le président délégué pour les régions. Carole Delga veut, elle, un ou une première ministre de gauche. En tant que socialiste, c'est un Premier ministre, oui, en effet, de gauche, parce que ceux qui ont gagné, ce sont
tous les républicains qui sont attachés. Voilà, il y a 65% des Français qui ont dit oui au front républicain. Dans ce front républicain, la tendance, je reste lucide et modeste, la tendance est plutôt à gauche. Et donc je pense qu'il se doit être un Premier ministre de gauche. Et de son côté, donc, Renaud Muselier commence à vendre un certain Jean-Louis Borloo. Il a la capacité, la compétence, le savoir-faire. Il représente une famille centriste. Il n'est pas issu de ma propre famille de droite, mais j'étais ministre avec lui, moi, Jean-Louis. Et je sais ce qu'il est capable de faire pour trouver des solutions. Et il y en a d'autres. Voilà, Judith, Frédéric, les propositions continuent. C'est bien d'avoir des amis. Renaud était là. Moi, j'ai un ami. S'il pouvait y être, ça m'arrangerait parce que du coup, je pourrais en être. Enfin bon, bref, quoi. Soyons-y, quoi. Allez, c'est parti pour le petit teasing parce que dans Clément. 17h30, merci beaucoup Clément. Dans pas longtemps, notre débat du jour, évidemment, un gouvernement technique donc devient une option. On se pose la question. Le député Renaissance Mathieu Lefebvre, notamment, suggère qu'un Premier ministre de centre droit ou de centre gauche expérimenté au Parlement pourrait être crédible. Cette hypothèse semble de plus en plus probable si l'Assemblée lui donne sa chance. Attention, à partir de maintenant, ceux qui seront reçus à l'Élysée auront un statut de prétendant à la fonction. C'est comme une course par élimination. Emmanuel Macron a éliminé certains. Certains se sont déclarés hors jeu. Les électeurs ont voté en nombre. Nous arrivons donc à la phase finale. Logiquement, le futur Premier ministre devra avant tout être capable de ratisser large et donc d'être reçu dans les prochains jours. Soyez vigilants, si vous avez des jumelles en face de l'Élysée, utilisez-les. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Emmanuel Macron est désormais contraint de nommer à Matignon. Alors, on ne prend que les solutions qui sont possibles, bien sûr. Donc, un centre droit, 2, un centre gauche, 3, un pseudo-technicien, 4, un estampillé société civile. Quelle est la tendance, Judith? Eh bien, la tendance, c'est quelqu'un issu de la société civile à 35%, ensuite un centre droit à 28%, un technicien à 22 et un centre gauche à 15. Mais c'est bien, c'est très serré tout ça. C'est très serré. Alors on fait très évoluer. Intéressant d'ailleurs. Faites évoluer justement ce vote. Pas, allez-y. Sur le puis compte vous pouvez X. nous appeler aussi. Votez sur le compte X de Sud Radio. Puis vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez Aude qui est très sympa, qui vous attend. Et ne vous trompez pas, ne votez pas sur le téléphone et bref. Bon non. voilà. Allez, ça tombe à l'eau. J'essaye de faire l'humour et ça tombe à l'eau. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est le retour des vraies voix de l'été sur Sud Radio et elle est arrivée, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé, Jessie Claude, notre conseillère régionale centriste d'Île-de-France? Exactement, bonjour à tous, excusez-moi, je pense que on roule mal en Île-de-France. Exactement, mais je n'accuserai personne. Bon, mais pourquoi ça roule mal? C'est le réseau routier? Non, je pense que les Franciliens sont tous en train de rentrer de vacances, sont en train de préparer la rentrée, ils sont partis faire les courses, ils sont en train de commencer à préparer la rentrée scolaire et du coup ils sont tous revenus et j'ai un peu gardé les bonnes habitudes du mois d'août où il y avait personne. C'est le problème. Et tout était fluide et je pense que la rentrée m'a un peu prise de quoi. Bon. Raphaël Rémy Leleu, vous êtes conseillère de Paris, écoféministe et auteur de Beyoncé est-elle féministe? Est-ce qu'elle est féministe, Beyoncé? Chaque fois, il y a droit, Raphaël. Et je vais vous faire la même réponse qu'à chaque fois, vous le saurez pour 15 € dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Et ben voilà. Et puis on est aussi avec Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, qui lui n'a jamais de problème de circulation puisque c'est lui qui l'a fait. Exactement. Allez, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après avoir écarté l'option Lucie Castès qui a suscité la colère de la gauche et qui l'appelle d'ailleurs à manifester le 7 septembre contre ce coup de force, la piste d'un gouvernement technique apparaît comme une solution envisageable pour le président. Le député Renaissance Mathieu Lefebvre a notamment affirmé qu'un Premier ministre de centre droit ou de centre gauche expérimenté au Parlement pourrait être une option crédible. Selon lui, cette hypothèse est de plus en plus plausible à condition que l'Assemblée lui accorde sa confiance. Le jeu qui est revient à la mode avec cette structure en plastique bleu ou rouge, vous y avez joué, où il s'agit de baisser chaque petit volet contenant un portrait. Après avoir posé une question, éliminer celui qui n'a pas le profil. De quoi se prendre en ce moment pour le président de la République menant ses consultations à l'Élysée. Un plaisir sans limite. Jouez au qui est, vous vous sentirez président de la République. Alors, dans la vraie vie, il ne reste donc plus que quelques petits portraits
prêts pour trouver le prochain Premier ministre. Nous les avons choisis, il en reste 4. Vous votez sur le compte X de Sud Radio. Emmanuel Macron est désormais contraint de nommer à Matignon 1. Un centre droit, 2. Un centre gauche, 3. Un technicien, 4. Un estampillé société civile, Judith. Et alors, vous votez la société civile à 35%, ensuite un centre droit à 28%, un technicien à 22% et un centre gauche à 15%. Vous pouvez évidemment continuer à réagir sur le compte X de Sud Radio. N'hésitez pas à voter. Et puis, appelez-nous. Vous avez Aude au standard qui est très sympa, je l'ai déjà dit. Ah oui. Et c'est le 0826 300 300. Alors voilà, cette question... Raphaël Rémy Leleu. Parce que Judith l'a rappelé, gouvernement de gauche, Lucie Castet, vous désespérez totalement ou pas? Pas du tout. Plus déterminé que jamais. Ah oui, parce qu'on ne l'a pas mis dans la sélection, mais parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle ait la possibilité encore. Mais écoutez, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on explique au président de la République que justement, ça n'est pas un jeu, ça n'est pas un qui est, ça n'est pas... un casting. La question, c'est de savoir qui est en mesure aujourd'hui de gouverner la France. Lucie Castet a, elle, discuté avec des représentants et des représentantes de toutes les forces politiques durant l'été. On reste convaincu d'avoir la possibilité d'une majorité à l'Assemblée, texte par texte. Et dans une démocratie mature, un peu responsable, qui fait un peu plus confiance à son Parlement, on pourrait quand même essayer d'avoir cette nomination et de laisser ensuite la responsabilité aux parlementaires, à la fois sur le vote de confiance, mais aussi texte par texte sur qui s'oppose au SMIC à 1 600 €, qui s'oppose au retour de l'impôt sur la fortune, etc., etc. Comme ça, au moins, chacun et chacune sera responsable devant les électeurs et les électrices. Jessie Clos, je rappelle que vous êtes conseillère régionale centriste Île-de-France. Il y a un petit forçage de la main du président, là, de la part de la gauche, de Lucie Castet, du NFP. Je tiens à rappeler quand même que dans la Constitution, le président a le droit de prendre son temps et de choisir qui il veut en tant que Premier ministre. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça qui est un peu inconstitutionnel ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un forçage de quelconque forme que ce soit, dans le sens où c'est les élections qu'il a provoquées qui ont amené cette nomination de Premier ministre. Donc, il a pris une décision, il y a des conséquences qui doivent être tirées, je pense, de ces élections législatives. Maintenant, effectivement, c'est pas parce qu'il a le droit de prendre son temps qu'il doit prendre son temps et faire perdre le temps aussi des Français, parce qu'il y a quand même un agenda parlementaire qui approche et sur lequel il n'y a aucune perspective pour le moment. Donc on sait qu'on a une rentrée parlementaire qui doit se faire en octobre, on est en septembre et on n'a pas de gouvernement, on sait qu'il est à l'étranger. Là, il y a la saison des Paralympiques, donc si tant est qu'il veut rentrer encore dans une trêve paralympique, on va encore perdre 1 à 2 semaines pour cette nomination. Donc effectivement, il a le droit de prendre son temps, mais je pense qu'il n'est pas obligé non plus de faire perdre le temps à tout le monde. Bon, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que le président de la République se moque du monde, quoi? C'est un peu ça, c'est ce que les gens disent de manière générale. Il est en train de réfléchir à un certain nombre de choses. Effectivement, la situation est compliquée. Maintenant, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que ça marche sans, quoi. Donc, du coup, il faudrait pas que ça... ça marche sans, oui et non. Parce que si, c'est en train de marcher, et ça marche sans. Vous avez vu la rentrée scolaire, là, tout le monde se plaint, il n'y a pas vraiment de décision, tout a été gelé. Non, mais le pays fonctionne. Que tout le monde se plaigne quand il y avait des ministres de plein exercice, tout le monde se plaignait déjà. Donc, ça continue à fonctionner de la même manière, quoi. Donc, du coup, soyons clairs dans ce domaine-là. Maintenant, la problématique, c'est effectivement de trouver une personne. La problématique, c'est d'arriver à faire des majorités. Ça a été dit, texte par texte. Mais si on doit faire des majorités texte par texte, tout le monde, enfin tous les prétendants peuvent tous prétendre à faire des majorités texte par texte, qu'ils soient de centre droit ou de centre gauche. Sauf que certains ont dit qu'ils allaient censurer les autres. Dont moi je vois pas trop la différence. Centre droit, centre gauche. J'étais pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas trop ce que ça signifie exactement. Centre, je comprends bien. A priori, centre droit, c'est un LR qui sera lié à Emmanuel Macron. Et puis un centre gauche, c'est un PS. C'est une évaluation du niveau de traîtrise. D'accord. Alors là, vous l'avez bien expliqué. Effectivement, on va dire Cazeneuve à gauche et Philippe à droite, par exemple. Maintenant, les choses vont continuer telles quelles, qu'il y ait des concertations. Vous avez vu que les concertations maintenant se décalent sur les élus au niveau local. Donc on va essayer de voir s'il y a une perle qui peut se décaler, arriver, voir et faire effectivement de voter des texte par texte, avec des majorités de circonstances. Raphaël Rémy Leleu, est-ce que vous allez aller manifester le
7 septembre? Très probablement. Du coup, vous n'irez pas voir le match de basket fauteuil, c'est le jour de la finale. Et je n'ai pas de place pour aller voir le basket fauteuil, donc je n'irai pas voir la finale. Alors, il reste des places, vous pouvez en acheter, vous le savez. Bon, je vais voir si j'arrive à tout faire dans l'agenda. Cher Raphaël, j'assume mon espièglerie sur ce passage. Mais je vous en prie, mais je m'en délecte. Assumez, c'est important, mais vous savez que je suis fan de sport et que si je peux aller voir des épreuves, je le ferai avec joie, donc n'hésitez pas. Si vous avez des places en trop, voilà, c'est un appel qui est passé. Sinon, vous allez donc pour le défiler. Reste, j'irai très probablement défiler le 7 septembre. Car il ne faut pas oublier que dans notre démocratie, il y a le vote et puis il y a toutes les autres formes d'expression, que ça soit le débat public dans les journaux, à la radio, mais également dans les manifestations, et qu'on a aussi, je crois, depuis quelques années en France, un peu oublié l'importance des contre-pouvoirs, du mouvement social, des syndicats, de la négociation. Et c'est peut-être ce qui est en train de nous dire aussi profondément cette séquence, c'est que si on veut cesser d'attiser les tensions dans ce pays, il va falloir réapprendre à discuter, à débattre, à s'engueuler peut-être aussi parfois, y compris avec l'ensemble du mouvement social. Le 10, c'était pas une meilleure idée parce que les JO paralympiques seraient terminés, quoi. Juste. En fait, c'est là où j'ai un point de désaccord. On en aura peut-être d'autres, mais je pense pas qu'on puisse dire que la France fonctionne sans. Déjà parce que c'est une faute démocratique de dire qu'on peut faire sans gouvernement. Ce serait vraiment redonner tous les pouvoirs à une seule et même personne, à savoir le président de la République. Et on a des institutions, une constitution qui doit équilibrer tout ça. Et puis également parce que on a des sujets sur lesquels on va être très très en retard. Et on en a beaucoup discuté lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a des choses très importantes qui ont été arrêtées. Je pense à la mission d'enquête, notamment lancée grâce à l'initiative de Judith Godrèche sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture. Je pense à la proposition de loi sur la fin de vie. Et donc, il faut remettre notre démocratie en route. Pardonnez-moi, Leslie. Jessie, pardon, je vais y arriver. Jessie Claude. Quand on écoute Raphaël Rémy-Leleu, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut pas continuer à attiser les clivages finalement, mais est-ce que aller manifester, c'est une manière de calmer un peu tout ça? Est-ce que c'est nécessaire absolument? Est-ce que vous pensez que ça va influencer surtout le président? Alors, je pense qu'aller manifester à partir du moment où les manifestations se passent bien, c'est toujours, je pense, une bonne chose, et c'est aussi l'occasion d'exprimer de façon, je dirais, quantitative, au nombre de manifestants qui peut être quantifié, une opposition ou un refus. Ça, c'est un. On demandait quel type de profil. Et c'est marrant parce que lorsqu'on décortique les raisons pour lesquelles le président pourrait ou nommer ou ne pas nommer quelqu'un d'une option populaire, le premier thème était, ils ont pas de nom. Enfin, ils se mettent pas d'accord. Bon, ils se mettent d'accord. Ils ont un nom. Ah oui, mais en fait, non, on veut pas ce nom. Et puis après, il y a un nom, mais non, en fait, c'est pas le nom, c'est le programme. Et en fait, lorsque les noms ont commencé un peu à circuler, ils disaient non, c'est juste qu'il fallait pas qu'il y ait des membres de la France insoumise dans le gouvernement, et à partir du moment où il n'y en aurait pas, le gouvernement ne serait pas censuré. Bon, ok. Et là, lorsqu'on commence à élargir et qu'on dit qu'on va peut-être partir sur des techniciens ou des personnes de la société civile, ce serait quoi le programme de ces personnes-là qui n'ont pas fait de campagne? Donc vous excluez dans le choix. Bon, on a demandé à nos auditeurs qui continuent de voter sur le compte X de Sud Radio et qui nous appellent au 0826 300 300. On va y aller dans un instant. Mais vous, déjà, donc en plus, on vous a présenté comme conseillère régionale de centre droit. Donc évidemment, vous optez soit pour un centre droit ou un centre gauche. On a compris, plus centre droit. Mais vous, la solution non estampillée politique, ça ne tient pas. Je dis pas qu'elle ne tient pas, je dis que dans ces cas-là, elle ira à contrario de celle qu'on a reproché à ceux qui ont des partis politiques et qui ont des programmes. Donc elle ne serait pas logique. Lorsqu'un technicien va venir, il vient sur la base de quel programme? Est-ce qu'il est pour ou contre le SMIC à 1100 €? Est-ce qu'il est pour ou contre la retraite à 64 ans? C'est un technicien, il n'a pas pris de position sur ces législatives. Quel est le programme qu'un technicien ou qu'une personne de la société civile pourrait amener si toutefois il serait nommé? Allez, on file au 0826 300 300 pour retrouver notre auditeur David qui nous appelle de Saint-Gaudens. Vous êtes toujours là, David? Je suis toujours là. Alors on va vous poser la question à vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors est-ce qu'il est forcé de nommer un ministre centre droit, centre gauche, un technocrate, quelqu'un de la société civile, notre président? Alors déjà, je voudrais rebondir parce que j'ai entendu qu'on parlait de la Constitution. Et là, vous voyez, j'ai sous les yeux un portrait du général de Gaulle. Et je voudrais rappeler quand même une petite évidence, c'est que la Constitution de la Ve République, elle a été mise en place par le refus des partis et le refus du régime d'assemblée, c'est-à-dire de ces assemblées telles qu'on l'a aujourd'hui, où il n'y a pas de majorité et où en fait on est dans la compromission, le tripatouillage, etc. Donc, oui, la vie politique était bloquée sous la 4e République en l'occurrence. Voilà, voilà. Et donc normalement on avait deux options, c'est-à-dire avec un président gaullien,
c'était la démission du président. Bon, il n'a pas démissionné, il n'est pas gaulien et encore moins gaulliste. Donc maintenant, il a compris qu'on ne pouvait pas gouverner avec les partis, en fait. Parce que gouverner avec les partis, tel qu'il c'est aujourd'hui, on aura encore plus de blocages, on aura encore plus d'instabilité. Donc effectivement, c'est soit société civile, soit technicien. Et votre invité disait, mais sur quel programme? Mais le programme, de toute façon, malheureusement pour nous, il est vite choisi, le programme. Le programme, personne ne le décide, que ce soit la gauche ou la droite, personne ne le décide. Le programme, il va être décidé à Bruxelles, d'autant plus que l'on est sous tutelle européenne à cause du budget et du déficit. Donc le programme, on peut dire tout ce qu'on veut, un SMIC à 1600, etc., etc. On sait très bien que le programme, quels que soient les programmes promis, ne seront pas appliqués. Donc autant avoir quelqu'un de la société civile ou un technicien qui viendra faire le job jusqu'à l'année prochaine, et on tient comme ça, et non pas la compromission et les compromis des partis où chacun va venir défendre son mistake et va, je dirais pas le terme pour pas être impoli, mais va se vendre au plus offrant pour un vote. Bon, alors, Jean-Michel Fauvergue, argument qui s'entend et qui provoque votre réaction. Oui, c'est intéressant ce qui a été dit et l'analyse, du moins en première partie, et l'analyse est fine. Sauf que effectivement, la 5e République, a été effectivement faite pour ça, pour le général de Gaulle, par le général de Gaulle, enfin en tout cas par Michel Debré d'une manière générale, pour effectivement éviter cette instabilité. Sauf que maintenant on y est dans l'instabilité, et je pense qu'on y restera, quel que soit le président d'après. On n'est pas persuadé que cet effet d'aspiration qu'il y a eu, par exemple en 2017. Qu'on le retrouve et qui est une majorité absolue. On peut. Vous êtes en train de nous dire ça sert plus à rien d'aller voter alors? Si, non, c'est pas du tout ça que je vous dis. Au contraire, il faut aller voter, il faut y aller de plus en plus. Et la dernière fois, on y est allé de plus en plus. Il faut y aller voter, mais il faut que les partis arrivent à faire des compromis et des compromissions même sur un certain nombre de choses et d'essayer de faire avancer le pays à force de compromis sur un certain nombre de choses. Et on s'aperçoit que dans certains pays où cette culture-là existe, eh bien, c'est des pays qui avancent. L'Allemagne en particulier. Enfin, en ce moment, ils sont un peu en panne, mais ce sont des pays qui avancent. Et donc, il va falloir s'y mettre là-dessus et qu'on prenne un peu le temps en ce moment de démarrer ce mouvement-là. Moi, ça me semble être une bonne chose. Je laisse la parole à Judith dans un instant, mais juste pour récapituler, Jessie dit il faut soit un centre droit, soit un centre gauche. Raphaël dit de toute façon il ne faut pas oublier Lucie Castet, et vous dites avec notre auditeur un technicien. Voilà. Et alors il y a Laurent Muselier qui est ex-LR et président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier, pardonnez-moi, qui a déclaré avoir proposé à Emmanuel Macron lors des consultations pour Matignon le nom de l'ex-président de l'UDI, Jean-Louis Borloo. Il assure avoir échangé avec le président sur le sujet, sans en avoir parlé lui-même à Jean-Louis Borloo. Est-ce que des gens qui ont eu un rôle politique comme ça important, qui sont plutôt des gens qui rassemblent, en l'occurrence comme un monsieur Borloo, ça serait pas une solution aussi, des personnalités indépendantes comme ça un peu fortes, Raphaël Rémy-Leleu? Alors déjà, une personnalité indépendante comme Monsieur Borloo, pour le coup, Monsieur Borloo est très marqué politiquement, donc je ne vois pas trop. Il n'est pas dans un parti. J'ai dit qu'il était marqué politiquement. Indépendant au sens de, il n'est pas dans un parti. C'était ça ma question. Vous le voyez centriste, marqué politiquement, centriste, voire de droite. Moi, vous savez, je viens d'un petit village près de Valenciennes. On a connu aussi la politique de Jean-Louis Borloo. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y a quand même cette difficulté. Et je rejoins ma voisine sur Jessie Claude sur comment on fait pour estimer quelles sont les personnalités indépendantes ou presque apolitiques ou techniciens ou techniciennes. Alors qu'on est face à une crise politique assez majeure et où les politiques sont interrogés aussi sur le niveau de défiance, parce que c'est de notre faute collectivement. Pourquoi les Françaises et les Français se sont autant abstenus ces dernières années? Pourquoi il y a autant de critiques aussi dures de la classe politique? Pourquoi le débat politique est aussi pourri? Et je crois qu'on a besoin d'assumer et d'aller de l'avant. Et là où je suis un peu effarée, c'est que j'ai l'impression que pour aller de l'avant, on va aller en arrière. On va retourner chercher des personnalités qui ont déjà été aux responsabilités, des personnalités qui ont déjà été ministres d'État, des personnalités comme qu'il s'agisse de Jean-Louis Borloo, pour prendre quelqu'un qui est un Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. Voilà, exactement. J'allais dire, pour prendre quelqu'un qui est un peu plus proche de mon camp idéologiquement, j'allais citer Monsieur Cazeneuve.
on est quand même très très loin du renouvellement, de ce qui nous avait été promis par Emmanuel Macron de réinventer la politique en France. Bref, on a besoin d'un peu de sang neuf, d'après moi. On a besoin de sang neuf, Jean-Michel Fauvergue, selon vous ? Je sais pas trop. Je pense que dans le personnel politique, d'une manière générale, on a, qu'ils soient 109 ou pas 109, des gens qui sont des vrais... Vous parliez d'élus locaux tout à l'heure, c'est vous, hein ? Oui, Ouais. des gens qui Jean-Michel. sont de vrais patriotes, des gens, de vrais hommes d'État. On a cité Bernard Cazeneuve, moi, que j'ai pratiqué quand j'étais chef du RES, j'ai pratiqué comme ministre de l'Intérieur. Ensuite, il a été Premier ministre, comme tout le monde le sait. Je pense que c'est un vrai homme d'État. Alors là, pour le coup, c'est pas le 109, ce que disait Raphaël Rémy-Leleu. Non, mais 109, vous avez Gabriel Attal. Gabriel Attal. Là, il va parvenir. On sait pas. C'est un jeune 109, voilà, qui commençait à bien faire le job. Malheureusement, il y a une dissolution. Enfin, vous imaginez qu'il renomme Gabriel Attal? Peut-être pas immédiatement. Je pense que c'est pas le 7 qu'on retrouve Raphaël dans la rue, mais le 8 de 9, attendez. Vous voulez absolument chercher du 109 à l'extérieur avec des gens mais vous parliez d'indépendants tout à l'heure. On sait que par exemple, il y a eu Karim Bouhamran, le maire de Saint-Ouen, qui a été reçu à l'Élysée aujourd'hui. Il y en a eu d'autres aussi. Oui, il y a des personnalités qui font le job au niveau local, qui peuvent amener des choses nouvelles, mais quelles que soient ces personnalités qui vont amener des choses nouvelles, à un certain moment, elles seront confrontées à la manière de fonctionner, et en particulier à cette Assemblée nationale qui n'a pas de majorité. Il n'a pas de majorité. Donc il va falloir faire des coalitions, thème par thème, texte par texte. Et justement, ces personnages, Jessie Claude, vous avez un nom? Vous avez des noms? Donnez-nous des noms. Non, je pense pas que c'est qu'une question de nom, parce que c'est également, comme ce que disait Raphaël juste avant, une question aussi d'incarnation. On a un vrai problème aujourd'hui en France qui est l'abstention. Pourquoi? Parce que le 3/4 des personnes vous disent, mais aujourd'hui on a des élus qui ne donnent pas envie de voter. Pourquoi? Il y a un problème de représentativité, il y a un problème de renouvellement. Pas la dernière élection. Un petit peu. Moi, ce que je remarque et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les partis qui sont arrivés en tête, ou du moins qui ont un petit peu occupé l'espace médiatique, qui pouvait être le RN et la LFI, c'est les partis qui sont beaucoup renouvelés. Ils ont fait émerger des figures. Moi, quand je vois aujourd'hui, malheureusement, je prends l'exemple peut-être du Parti des Leurs ou du Parti Socialiste, c'est des personnes qui ont gardé les mêmes têtes, des personnes qui étaient déjà au gouvernement, dans des gouvernements il y a 20 ans, il y a 15 ans, et qu'on remet encore aujourd'hui. Et je pense également que la politique étant un sujet aussi de génération, ces personnes-là amènent une politique générationnelle qui peut leur ressembler, qui peut aujourd'hui faire une forme de rupture avec toute cette jeunesse qui s'est levée, qui s'est mobilisée, qui veut dire mais on veut plus voir des personnes qui gouvernaient déjà sous l'époque de nos parents et qui proposaient des choses pour lesquelles on était complètement contre. Donc je continue à jouer parce que j'ai toujours mon jeu qui est. Effectivement, je pense qu'il faut renouveler, il faut effectivement renouveler, il faut chercher des on va faire un petit point sur le... Allez-y, le nom pour conclure. Dans 15 jours, Estanguet est disponible. Tony Estanguet va être complètement fatigué. J'ai fait la blague hier soir. C'est vrai. Je vous refais un petit point sondage avant qu'on se quitte. Vous avez voté sur X. Vous êtes pour un Premier ministre issu de la société civile à 35%, un centre droit à 28%, un technicien à 22% et un centre gauche à 15%. Voilà, vous restez avec nous. Moi j'ai Thibaut Pinot, le cycliste, parce que j'aime bien le cyclisme. Mais vous restez avec nous donc, puisque après la pause, on joue, n'est-ce pas? C'est le quiz de l'été que nous a concocté Frédéric Brindel. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Parlons vrai sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre radio, vous le savez. On vous rappelle nos vraies voix du jour. Nous sommes avec Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France. Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris, écoféministe. Et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député. Et tout de suite, on joue au quiz de l'été. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, vous êtes toujours avec nous, notre cher auditeur? Oui, je suis toujours là. Alors, vous allez devoir choisir une de nos vraies voix pour vous faire équipe avec elle et peut-être gagner ce quiz. Qui choisissez-vous? Vous voulez que je vous donne peut-être le thème? Parce que c'est censé pouvoir vous aider éventuellement. C'est le thème du lendemain de fête. Hier soir, c'était la grande fête. C'était la grande fête de la cérémonie d'ouverture. Voilà. Oui, gueule de bois ou sentiment de bonheur au lendemain d'une fête. Plus. Voilà. Alors David, qu'est-ce que vous choisissez?
Pour me sentir en sécurité un lendemain de fête, je vais prendre monsieur Faubert. Pourquoi? Parce que c'est le lendemain de fête et... C'est le tapage nocturne. Voilà, c'est ça. Au moins, s'il se fait arrêter, il est tranquille. Je ne sais pas si on va gagner, David. On va faire le maximum. Donc, On va essayer. Jessie et Raphaël, la paire JR, contre David et Jean-Michel. Allez, c'est parti. Extrait numéro 1. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que vous dites, David? Non, mais je l'ai sur le bout de la langue. C'est un peu un incontournable. Pas du tout, moi. Pas Dassin, non? C'est... C'est le mec qui chante. Il était à la bande dans je sais plus quoi, là. Le Big Bazar. Oui, voilà. Fugain. C'est ça. Fugain, c'est Jean-Michel Faubert. Alors, on peut dire réponse commune parce que David vous a aidé un petit peu. Ouais. Non, mais on est dans la même équipe, non? On est une équipe, bien sûr. Allez, extrait numéro 2. Laisse-moi rêver. Il était une fois? Laisse-moi y croire. Pardon? Non. Toucher le ciel du bout des doigts. Une belle voix de la chanson française. Diantel. Vous dites comment? Diantel. Non, pas Diantel. Ah si, c'est Diantel, ça. Non, c'est pas Diantel. Alors, Jessie? Aucune idée, franchement. Et pourtant, j'ai... On vous donne le prénom? Lara. Fabien. Voilà, Fabien. On fait gagner, ça fait Bravo, 2. David. On a une équipe. Pas du tout reconnu, là, pour le coup. Lara Fabian, Elle a des chansons plus connues, laisse-moi donc, rêver. Ah, mais j'ai pas reconnu sa C'est une voix, belle là. chanson. Mais si vous le dites... Vous n'en êtes pas convaincu, c'est ça? Mais je ne la connais pas. Voilà. Alors, extrait numéro 3, c'est des classiques, mesdames. On ira tous Non, pas Jodassin. Jodassin n'a pas tout chanté. Il a une frange. C'est vrai? Et moi qui pensais qu'il avait toute la discographie française. Non, celui-là, il a une frange. Il y a une frange. Il y a une frange. Et cheveux longs un peu. Je connais les paroles, mais je connais pas. Mais non, c'est Paul Je Naref. rigole. Oui, c'est Paul Naref. Bravo, David. Bravo. C'était de l'humour, c'était de Il a des l'humour. lunettes noires aussi. Ah non, c'était de l'humour. Alors, ce qui est drôle, c'est que si on vous avait donné le prénom, ça vous aurait jamais aidé parce que c'est un Michel. Et donc, il y a 150 chanteurs Michel. Voilà, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle une balle de match, Julie. Balle de match. Il faut qu'on monte la pente, là. Extrait. Bon, celle-là, elle est vraiment facile, Extrait numéro 4. Edith Piaf, là, c'était pour Jessie Claude. Si on ratait celle-là, c'était vraiment la Là, honte. ça devenait compliqué, là. C'est vrai qu'on a l'impression d'être la vie en rose après la fête comme ça. C'est la vie en Exactement. rose. On n'a peut-être pas les mêmes lendemains de soirée, après tout. Moi, elles sont belles, les soirées, madame. Oui, elles Les sont soirées, belles, les oui, soirées. les lendemains peuvent être plus difficiles, compliqués. Allez, 3-1. Allez, extrait numéro 5, ça c'est un classique aussi. C'est bon pour le moral. La compagnie créole, oui, victoire, David. Ils sont à 4, c'est ça? Ouais, c'est gagné, voilà. c'est gagné. Bravo, messieurs. Bravo. David. Allez, on se fait un kiff, on Merci, écoute les 2 Michel. derniers extraits juste pour Allez. voir qui trouve quoi. Allez. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais t'étonne. On a beaucoup à se faire pardonner un lendemain de fête. Exactement, mais alors là... J'ai les yeux qui coulent. Toi, Bah alors. Alors là, Chanteuse et comédienne, pardonne-moi si parfois je déconne. En fait, moi, je veux l'accès au compte Deezer de Frédéric parce que je ne connais rien. Ce n'est pas ce compte, ce sont mes chansons que je classe sur mon ordinateur. Ok. C'était 45 Bon, c'est Louane, tours, c'est Louane. tours, Ah, j'ai pensé juste au moment après. Louane. Comédienne en plus, Louane, c'est ouais. ça qui m'y a fait penser. Allez, le dernier, tout dernier. Alors, J'étais loin. ça c'est une de mes chansons préférées, je tiens à le dire quand même. C'est les chassés Sacha Distel. Bravo. Sacha Distel. Bravo. C'est qui a répondu ça? Parce que ça, c'est vrai que c'est beau sans ouais. C'est Sacha Distel, c'est vous qui l'avez dit? Non, c'est Jean-Michel. Non, mais c'était On peut moi. pas piquer des points comme ça. Deux Oui, fois, au-dessus j'essaye de tous. faire de l'humour et ça ne marche pas. Une prochaine Contrairement fois. à l'Assemblée nationale, nous ne faisons pas de bourrage d'urne. Donc voilà. Vous avez Allez, perdu si vous voulez du jouer temps. avec nous, vous Bravo, appelez. David. Merci David, bravo. 0826 300 300. Aude est là et comme je le dis, je me répète un peu aujourd'hui, mais elle est très sympa. Allez, dans 10 minutes, c'est le tour de table de l'actu et puis juste avant, ça sera Vous avez la parole avec Clément Arion. À tout de suite. On peut remonter le Sud son. Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Vous avez la parole, c'est tout de suite et c'est avec Clément Arion. Clément, plus de 2000 enfants dorment dans la rue en France, un nombre en hausse depuis de 120% en 4 ans. Et oui, une situation inadmissible selon UNICEF France qui a fait le décompte d'ailleurs et la Fédération des acteurs de la solidarité. Pour échanger sur ça, nous sommes avec Raphaël Vullier, porte-parole du collectif Jamais sans toi. Bonjour. Bonsoir Clément Arion. Alors, plus de 2000, c'est 2043 enfants pour être précis, il me semble, qui dorment à la rue, c'est bien ça? Alors ça, c'est un chiffre qui prend en compte le nombre d'enfants qui ont dormi à la rue dans la nuit du 19 au 20 août. D'accord. Sachant que c'est un chiffre qui est largement sous-évalué, puisque voilà, c'est les appels au 115, donc au numéro d'urgence, qui se voient opposer un refus faute de place disponible. Donc il faut savoir que les gens n'appellent plus parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de place disponible, y compris avec les personnes très vulnérables et des bébés, voire des nouveau-nés. Et qui sont ces enfants, finalement? Ah bah, ces enfants, c'est des enfants qui sont, ça reste des enfants. Je sais pas. Il y a des bébés très jeunes, le quart d'entre eux ont moins de 3 ans. Voilà. Alors il y a effectivement, je crois que c'est 467 enfants qui ont moins de 3 ans. Et puis ce qu'on remarque depuis quelques mois, ce sont des nouveau-nés, voire des bébés de 5 jours, 11 jours, comme à Lyon dernièrement, puisque peut-être que vous l'avez entendu, la coordinatrice du SAMU social a poussé un cri d'alarme parce que ces personnes en bas âge ou très vulnérables ne sont plus prises en charge. C'est la faute à qui, selon vous, Raphaël Vullier? Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Jamais sans toi. On avait 3000 enfants recensés en octobre 2023. Aujourd'hui, on est à 2000. Comment... En fait, le chiffre, si on prend le chiffre de l'année dernière, qui était 1990, à peu près à la même date, on va vers une augmentation à peu près dans les mêmes taux que l'an passé. Donc, d'ici un mois, il est fort probable qu'on arrive à peu près à 3000 enfants comme l'année dernière, voire plus. Ce qu'on peut dire, c'est que l'UNICEF parle d'une augmentation de 120% depuis 2020. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, Jamais sans toi, c'est un collectif citoyen qui met à l'abri des enfants dans des écoles et qui réunit des données sur à peu près 300 établissements de l'agglomération scolaire. On a à peu près les mêmes courbes. Nous, ce qu'on constate, c'est une multiplication par 3 du nombre d'enfants à la rue dans l'agglomération lyonnaise depuis 2 ans, depuis la fin de la période sanitaire. Ça peut s'expliquer assez facilement. C'est que le mot d'ordre qui était celui de rester chez vous pendant la crise Covid, où tout le monde était logé, les hôtels étaient vides parce qu'il n'y avait pas d'activité touristique, il y avait suffisamment de budget qui était alloué à l'hébergement d'urgence et finalement il n'y avait plus personne à la rue. Et on constate depuis cette date-là des remises à la rue massives au mépris des obligations légales de l'État qui sont l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence et la continuité. Donc il y a destruction de bidonvilles, sans relogement, tous les lieux informels, squats, campements, font qu'on se retrouve avec une explosion du nombre d'enfants à la rue. Et nous, l'année dernière, on occupe des écoles depuis 2014. L'année dernière, on a mis à l'abri plus de 170 enfants à Lyon. En France, c'est à peu près plus de 300 dans des écoles, et c'est une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et là, Raphaël Vullier, tout à l'heure, Clément Arion vous posait la question qui sont ces enfants, et on a bien compris que pour vous, ce n'était pas la question. Alors, je vais vous reposer la question, mais différemment. Qui sont les parents, du coup? Les parents, il y a plusieurs profils. Il y a des parents qui ont perdu leur logement, leur emploi. Il y a des parents qui arrivent sur le territoire, qui sont demandeurs d'asile et qui devraient normalement avoir une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, comme c'est prévu par la loi, et qui n'en ont pas. Il y a beaucoup de profils. Voilà. Raphaël Vullier, certains des enfants sont scolarisés, dorment à la rue et sont scolarisés. La plupart des enfants, à part ceux qui n'ont pas les 3 ans, l'âge légal pour aller à l'école, sont tous scolarisés. Là, même s'il y a quelques dysfonctionnements, qu'il y a des fois des enfants dans les bidonvilles, les campements qui sont pas scolarisés, mais normalement tous les enfants sont scolarisés. Ouais. Bon, question des vraies voix. Jessie Claude. La question est de savoir quel est un petit peu le parcours
de ces personnes-là? Est-ce que c'est des personnes qui aujourd'hui dépassent, je dirais, 1 an, 2 ans, ou est-ce que c'est des personnes qui aujourd'hui ont des parcours un petit peu plus hachés au niveau du logement? C'est compliqué, il y a un petit peu tout. Il y a des personnes qui ont connu la rue, puis une prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, et puis qui ont été remis à la rue, qui ont bricolé des solutions, soit avec notre collectif ou avec des citoyennes et des citoyens, soit c'est des personnes qui sont en impayés de loyer et qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, parce que je rappelle que la loi Casbarian-Berger n'a pas arrangé les choses sur ce plan, puisqu'elle s'attaque aux personnes en impayés de loyer ou aux squatteurs. Eh bien, on vous remercie, Raphaël Vuillez. Merci beaucoup. Merci Clément Harion. On rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Jamais sans toi et que la situation, effectivement, est urgence. Merci de votre témoignage. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous parce que dans un instant, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix et les sujets sont bien importants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h15 sur Sud Radio. On vous rappelle nos vraies voix du jour. Nous sommes avec Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France. Avec Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris, écoféministe. Et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député. Et tout de suite, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. On commence par vous, Jessie Claude. Avec plaisir. Alors, on parlait de la soirée de fête d'hier, tout à l'heure. On y est, cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Et vous dites, a-t-elle lancé la révolution de l'inclusion ? Complètement, c'est ce que criait hier soir Andrew Parsons, le président du comité international paralympique. Très brillant, le Marchon, il a été exceptionnel. Il a parlé comme un homme politique, tout le monde était vraiment très épris lorsqu'il a fait son discours. Et c'est vrai que cette révolution de l'inclusion, elle passe des fois par des grands événements comme cela. Je prends l'exemple de la ville de Sydney qui avait reçu les Paralympiques en 2010, qui au final a accéléré ses programmes de transformation urbaine avec un programme qui s'appelle Sustainable 2030. Et c'est marrant parce que ça marche vraiment. Ça fait écho avec ce que disait la présidente de région Valérie Pécresse sur un projet qui s'appelle le métro pour tous et qui oscillerait entre 15 milliards et 20 milliards d'euros. Oui. Alors c'est vrai que c'est très ambitieux, mais c'est nécessaire. Est-ce que maintenant les événements, lorsqu'aujourd'hui ils arrivent à réveiller les consciences des concitoyens, comment on amène aussi des actions avec ces événements? Et j'en profite également pour parler d'une pétition qu'ont lancée deux de mes collègues sous l'impulsion de la présidente Valérie Pécresse, qui sont Pierre Denisio et Othman Nasrou pour le métro pour tous. Alors ça tombe bien parce que Pierre Denisio, on va le recevoir tout à l'heure justement pour parler de la mobilité en Ile-de-France et de ce fameux plan justement autour du métro à l'accès pour tous. Exactement. Donc vous nous faites une belle introduction à notre sujet. On a des chiffres sur le métro parce qu'il y a très peu de stations qui sont encore accessibles. C'est vrai, il y aurait en fait 29 stations de métro sur les 320, mais c'est vrai qu'on compte les stations de métro, les stations de tramway. Aujourd'hui, on a le métro 1 et le métro 14 qui sont complètement en accessibilité parce qu'ils sont automatiques et que c'est des lignes qui ont été rénovées et réaménagées très récemment. Après, faut pas oublier que le métro parisien, il a plus de 100 ans. Donc, ici, il a évolué avec son temps pour la première exposition universelle. Je pense que pour cette suite, encore aujourd'hui, on doit remarquer le temps du transport francilien avec ces Jeux Olympiques, Paralympiques et faisons comme toutes ces villes qui ont profité de ces JO pour lancer cette impulsion et associons les projets qui vont avec. Jean-Michel Fauvergue, justement, il y a un problème en fait législatif aussi, de loi, de problème en fait par rapport aux lois de la construction en fait et aux lois qui sont les lois qui appartiennent aux architectes de France, et on dit que c'est aussi pour ça qu'il y a certaines stations de métro qu'on va avoir du mal à toucher pour les adapter parce qu'en fait les architectes des bâtiments de France refusent du patrimoine. Ouais, et quand vous avez en face de vous les bâtiments de France, c'est difficile. C'est compliqué, ouais. Mais à un certain moment, il va bien falloir parce qu'il y a quand même des choses qui, à mon avis, évidemment, sans détruire le patrimoine, sont quand même beaucoup plus importantes que de garder quelques pierres. On peut aménager ces choses. Moi, je pense que
Pour répondre à la question sur la révolution de l'inclusion. Oui, sur la révolution. Ça a été un mot beaucoup utilisé hier, notamment par Tony Estanguet. Oui, alors j'allais rétablir ça. Au départ, c'est Tony Estanguet qui a utilisé le mot de révolution, et après ça a été repris, mais c'est très brillamment par les deux d'ailleurs. Moi, je pense que c'est une révolution parce que les spectateurs et les téléspectateurs, tous ceux qui ont vu cette cérémonie, qui vont voir ces Jeux paralympiques, eh bien, ils vont le voir avec des yeux nouveaux. En particulier, il y a toute la traînée des Jeux olympiques qui les amène vers ça. Ils vont le voir avec des yeux nouveaux. Et ils vont voir sans doute nos personnes frappées de handicap avec un autre œil. Et je pense que l'inclusion, elle est déjà dans les esprits. Et c'est quelque chose qui va se mouvoir là-dedans et qui va véritablement se développer de cette manière-là. Avec en particulier, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, cette idée forte que défendent les athlètes, les paralympiques eux-mêmes, c'est on ne veut pas parler de notre handicap, on veut parler de nos performances sportives en tant qu'athlète. Athlète paralympique, certes, mais en tant qu'athlète. Et ça me paraît être important. Mais la révolution de l'inclusion, c'est un des enjeux de cette épreuve. Les Jeux paralympiques, Raphaël Rémy-Leleu. Il y a eu, vous êtes parisienne, on le rappelle, mais il y a eu un document qui montrait comment une personne en fauteuil, finalement, vivait son quotidien à Paris, et c'était un parcours du combattant. Très mal à Paris, comme dans d'autres villes, et il y a la situation des personnes en fauteuil et même en béquille, même avec une gêne temporaire, ça reste extrêmement difficile, ne serait-ce que pour la question des transports. Les Jeux paralympiques sont un grand moment de visibilité, et moi je tiens à remercier et à saluer toutes les associations et toutes les personnes concernées qui, elles, se battent depuis des décennies et qui profitent de ce moment pour faire entendre leur voix, et c'est notre responsabilité à nous en tant que politiques, mais aussi sur la scène médiatique et dans le débat public, de ne pas laisser retomber ensuite, parce que les personnes concernées, les associations, voient aussi maintenant depuis 10 jours plein de personnes valides discuter de comment il faudrait mieux inclure les personnes en situation de handicap. Il y a toujours des enjeux de visibilité, il y a des enjeux d'infrastructure qui sont très lourds, parce que refaire, agrandir les quais, mettre des ascenseurs partout dans ces stations de métro parisiennes, ça prend au moins 30 ans. On a quand même aussi des bus qui sont aujourd'hui un mode de transport accessible dans Paris. Eh bien, il faut en rajouter, il faut plus de fréquences pour avoir des bus qui sont là plus régulièrement. Il faut que les personnes apprennent à libérer les espaces dédiés. Bref, on a un travail du quotidien à faire, et je ne pense pas qu'il faille qu'on se dise qu'une fois que les Paralympiques sont terminés, ça y est, cette révolution aura été faite. Il va pas falloir relâcher les efforts. Absolument. Eh bien, Raphaël Rémy-Leleu, vous avez la parole, vous la gardez. Votre sujet de tour de table à vous, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et vous allez nous expliquer pourquoi c'est urgent d'agir. Tout à fait. La Kanaky Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a un petit côté loin des yeux, loin du cœur en cette période. Nouméa, c'est à un peu plus de 17 000 kilomètres de Paris. Et on a une nouvelle présidente du Congrès calédonien qui s'appelle Velma Faloeo. C'est la première femme élue à ce poste. Et justement, le Congrès de Nouvelle-Calédonie vient de voter une résolution qui explique que pour reconstruire la Kanaky Nouvelle-Calédonie, il va falloir au moins 4,2 milliards d'euros sur 5 ans. Parce que la situation est encore dramatique sur place. On en a très très peu parlé, parce que c'était le 15 août, parce qu'il y avait eu les Jeux Olympiques, parce qu'on attendait les Paralympiques. Mais le 15 août, il y a encore eu un mort en Nouvelle-Calédonie sur un barrage. Là, on est dans une situation qui est particulièrement grave du point de vue social, du point de vue économique. Il y a des pénuries alimentaires, il y a des alertes qui sont faites même de la part du MEDEF de Nouvelle-Calédonie, qui est en train de dire attention, si on continue à ce rythme-là, on va aller vers des émeutes de la faim d'ici fin 2024. Donc la situation est véritablement urgente, et je crois que ça nous rappelle aussi pourquoi on a besoin d'un gouvernement en France, c'est qu'on a besoin de s'occuper de la situation en Kanaky Nouvelle-Calédonie, de reprendre une vraie mission de dialogue sur la base des accords de Matignon et de Nouméa. Et puis le 24 septembre, c'est pour ça que c'est urgent, on va en arriver au 170e anniversaire de la colonisation du Caillou. Et je crois qu'on peut pas laisser la situation s'envenimer. Raphaël, vous nommez Kanaky Nouvelle-Calédonie. Pour le commun des mortels, c'est Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que vous prenez position ?
Ce qui est marrant, c'est que quand vous posez la question comme ça, pour vous, le commun des mortels, c'est finalement le point de vue français métropolitain. Quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, vous pouvez très bien parler du Gros Caillou, vous pouvez très bien parler de la Kanaki, de la Nouvelle-Calédonie, tout le monde va le comprendre. Donc là, moi, je vous dis l'inverse, c'est qu'en fait, parler de Nouvelle-Calédonie, c'est aussi prendre un parti pris. Donc je crois que le minimum, en tout cas, mais c'est quel parti pris parler de Nouvelle-Calédonie, c'est prendre le parti pris. Mais moi, quand je lis le journal, je vois Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire je prends pas parti pris, je prends juste ce qu'il y a officiellement sur les administrations, quoi. Enfin, et d'ailleurs, mais l'administration française, comme l'ONU, reconnaît que ça a été une colonisation. Donc je pense que, en tout cas, l'éthique à laquelle je m'astreins, c'est d'essayer de toujours rappeler ces deux mots. Mais vous êtes plutôt pour l'indépendance, quoi. Honnêtement, je n'ai pas de solution, moi. Je n'ai pas d'avis tranché. D'ailleurs, ça n'est pas à moi, je crois, d'avoir cet avis tranché. Jessie, Claude, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une démission de l'État ou vous pensez qu'en fait, ça a toujours été comme ça et que c'est juste le problème qui explose, quoi? Je dirais effectivement la deuxième option. Je pense pas que c'est une démission de l'État. Je pense qu'effectivement les territoires ultramarins et d'outre-mer, et bien évidemment comme ceux de la Nouvelle-Calédonie et bien d'autres, ont été beaucoup gérés comme ça. Je prends l'exemple de la crise qu'il y avait eu à Mayotte juste avant, pour vous dire que c'est des territoires différents et c'est les mêmes problématiques. C'est les problématiques de quoi? De gestion. C'est les problématiques aujourd'hui d'administration publique. C'est les problématiques aujourd'hui d'enseignants, de santé, de sécurité. Donc malheureusement, on est, je pense, un petit peu pour certaines situations d'obligation de regarder le fait qu'il y a des traitements qui ont été différents. À tort ou à raison, je suis pas là pour évaluer ça, mais je suis là pour relever que lorsqu'il y a des crises sur les territoires, je pense que, tout comme la fièvre, ils sont le symptôme d'un mal. Oui. Jean-Michel Fauvergue, est-ce que la France a quand même du mal à assumer ce rôle d'avoir des territoires? Alors on parle bien sûr de la Nouvelle-Calédonie, mais ça marche aussi pour les Comores, ça marche pour pas les Comores, pas les Comores, par Mayotte. Excusez-moi, c'est à côté effectivement. La Réunion, la Guyane, voilà. Alors du tout. La France n'a pas de problème de ce point de vue-là. Il se trouve que j'ai été pendant 3 ans commissaire de police en Nouvelle-Calédonie. Les problèmes étaient déjà à cette époque-là. Et je m'inscris en faux excusez-moi, sur ce qui a été dit. Chaque territoire a des problèmes spécifiques. En Nouvelle-Calédonie, les problèmes de la Nouvelle-Calédonie, c'est effectivement que ça a été un territoire qui a été colonisé, que depuis ça, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Depuis ça, il y a eu 3 référendums. La population, il faut pas hausser les épaules. Le dernier a été très décrié. Oui, mais bon, elle a été décriée parce qu'ils n'ont pas participé. Comme ils avaient peur de perdre, ils n'ont pas participé. Donc il y a eu 3 référendums là-dessus, qui a donné le fait que les territoires dans la Nouvelle-Calédonie, et ce qu'ils appellent Kanaki, c'est uniquement les Kanaks. C'est le territoire qui est dans la Nouvelle-Calédonie, s'est prononcé pour rester français. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais ce qu'il faut savoir, moi, à mon avis, c'est ça qui est le plus important, c'est que il y a eu des accords. Il y a eu des accords de Matignon, il y a eu des accords de Nouméa et les accords de Paris qui ont été faits. Et on en est à se demander aujourd'hui si ces accords-là, dont tout le monde s'est félicité à l'époque et dont on s'est félicité jusqu'à récemment, n'étaient pas justement une procrastination, c'est-à-dire repousser au lendemain des choses qui visiblement n'ont pas été réglées d'une manière générale. Je tiens à dire aussi une deuxième chose qui me semble être importante. Ce territoire de Nouvelle-Calédonie tel qu'il est n'est pas viable et ne le sera jamais. Ça veut dire quoi, pas viable? Oui, je vais vous le dire. Ça veut dire que le territoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est la moitié de la Belgique. La Belgique, c'est 11 millions d'habitants. La Nouvelle-Calédonie, c'est 250 000 personnes. Économiquement, vous ne faites pas une économie avec 250 000 personnes. Ce territoire de Nouvelle-Calédonie doit accueillir du monde. À plusieurs reprises dans son histoire, il y avait la possibilité d'accueillir du monde. Je pense aux Pieds Noirs, je pense à des migrants des boat people à l'époque. Le territoire de la Nouvelle-Calédonie a refusé d'accueillir du monde. Je pense qu'aujourd'hui, ce territoire ne sera viable économiquement que s'il reçoit du monde et une population importante et qu'il se développe dans certaines conditions, parce qu'aujourd'hui se développe dans cette. Pourquoi des conditions? Parce qu'il y a beaucoup de Kanakis aujourd'hui qui ont peur de disparaître. Ils ont peur, comme beaucoup de personnes, qu'il y ait le grand remplacement. Bien évidemment. Dire sur un territoire. Pourquoi voulez-vous qu'ils disparaissent? Je termine. Dire sur un territoire qu'il faut que d'autres personnes d'un autre territoire viennent, c'est ce que l'histoire. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe dans tous les pays européens? Qu'est-ce qui se passe dans tous les autres pays? Mais les gens travaillent. Vous pouvez pas dire aujourd'hui. Si vous dites qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre, si vous dites qu'il faut qu'il y ait la migration économique, on peut l'entendre. Beaucoup de pays vivent de la migration.
expliquez-moi pourquoi cette idée, on l'entend tourner. Pourquoi voulez-vous que le peuple kanak disparaisse? Il va rester. Mais parce qu'on le voit et il y a parce qu'il va devenir les minoritaire, c'est ça. Il y a les rapports il y a par exemple les rapports de l'ONU à ce sujet qui reprend l'historique de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie kanaki depuis plusieurs décennies, qui parle des accords de Matignon, qui parle des accords de Nouméa et qui dit ça reste un territoire à décoloniser. La peur de la disparition du peuple kanak, elle se base aussi sur une imposition d'une certaine culture et une certaine forme de mépris de l'institution française vis-à-vis du peuple kanak, vis-à-vis de sa culture, vis-à-vis de sa coutume. Écoutez, moi, pour y être allé, pour avoir discuté avec des parties prenantes sur place, pour avoir également parlé avec des syndicalistes sur place, il y a ne serait-ce que l'imposition, par exemple, d'une architecture. On parlait des ABF il y a quelques instants. Quand vous mettez sur des lieux qui devraient être réservés à la coutume des bâtiments qui rendent impossible la coutume, c'est une forme de mépris institutionnel qui génère cette peur, de la disparition. Je pense qu'on très beau thème. Merci à ça tous nous les donne trois. peut-être l'idée d'un autre débat. On en reparle le débat de demain. Allez, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix, c'est dans pas longtemps et c'est avec Jean-Michel Fauvergue. Si vous voulez avoir le sujet, vous restez avec nous, c'est tout simple. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est la suite du tour de table de l'actu. Ils sont même meilleurs que nous pour trouver des débats, je trouve. Judith, nos vraies voix. Ça y est, on a notre question de demain grâce à vous. On a continué le débat pendant la pub. On vous fera un petit big up, comme ça se dit vulgairement. Allez, Jean-Michel Fauvergue, c'est à votre tour. Fauvergue, pardonnez-moi. On vous écoute. Allez, je pense que ça va plaire aussi. C'est l'intérêt pour un homme ou une femme, de politique ou public, d'afficher son orientation sexuelle. Mais encore. Évidemment, je vise le sur Paris Match l'interview qu'a donné Lucie Castet là-dessus, mais je vise essentiellement aussi le discours de Gabriel Attal, le discours de politique générale de Gabriel Attal. Quand il termine son discours de politique générale, Gabriel Attal nous dit: être français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité dans un pays qui se déchirait il y a 10 ans, donc 10 ans de ça, encore sur le mariage pour tous. En fait, en réalité, le discours de Gabriel Attal montre plusieurs évidences, des évidences à admettre. D'abord que rien n'est impossible à qui que ce soit, quelles que soient ses orientations les plus intimes. Et ensuite, que nos institutions, et ça me semble être très important, que nos institutions sont protectrices et peuvent se combiner avec le talent personnel pour arriver au niveau le plus haut. C'est ce qu'a fait Gabriel Attal, il est toujours au niveau le plus haut pour l'instant. Et puis une troisième chose, c'est le respect qui doit s'imposer à tous et pour tous, quelles que soient les orientations, de quelque style que ce soit. Et ce discours de Gabriel Attal a éclairci d'un coup et d'un seul des dizaines de coming out qu'il y a eu auparavant, de ministres, vous en rappelez d'ailleurs sans doute, dont à la lecture de commentaires, il est difficile de savoir la part du jeu politique personnel qu'il y avait, ou celui de la défense de l'intérêt de la cause. En fait, en réalité, je pense que l'important c'est de voir que ça sert quand même. Je pense que la problématique elle est là. Est-ce que justement on sert la cause, ou est-ce qu'on se sert se sert de la cause? Et ça, c'est la difficulté. On sert la cause forcément, puisque ça permet de dire forcément, on est là. Pour certains oui, forcément pour certains oui. Je viens de prendre pour des milliers d'homosexuels qui sont obligés de vivre dans le secret. Est-ce que ceux qui se déclarent servent la cause ou se servent de la cause? C'est la question. Quand ils se déclarent, il y en a certains, comme notre Premier ministre, qui en ont pas besoin pour être là où ils sont. Exactement. Okay. Maintenant, moi, on a des exemples, même de journalistes, un de nos confrères de France Télé, France Info, qui a été victime très directement d'attaques, d'un certain nombre de messages, d'insultes, etc., etc. Et donc, il a dû faire une réponse publique, assumant son homosexualité, son mariage avec un homme, ses enfants, etc., pour expliquer qu'en fait, ces messages n'avaient, été absolument pas, ne le concernaient pas, et que c'était plus important pour lui d'affirmer qui il était que d'écouter les pique-pendre des gens qui l'attaquaient, quoi. Donc c'est
quand même un petit peu... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jessie Claude? Ce que je pense, c'est qu'on ne peut se servir d'une cause que lorsqu'elle nous amène des avantages. C'est assez juste. Si je ne tire aucun avantage d'une cause, je ne m'y associe pas. Et lorsque je vois que aujourd'hui beaucoup de ces personnes prennent la parole et se mettent en avant, et la majeure partie de ce qu'elles ont en retour, c'est un peu de soutien, mais beaucoup de cyberharcèlement ou beaucoup de haine en ligne sur des personnes qui les critiquent alors qu'ils ne les connaissent même pas, je ne pense pas que dans ce cas de figure-là, utiliser la cause donnerait des avantages, étant donné que c'est encore très difficile aujourd'hui en France en étant un homme ou une femme politique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la politique, c'est très classifié. Aux États-Unis, vous pouvez pas être candidat aux élections présidentielles si vous n'avez pas une famille, ce qui aujourd'hui a pu permettre, ne serait-ce qu'à Kennedy, d'avoir cette image de Alors, il y avait un potentiel candidat qui avait révélé son homosexualité, hein, donc on l'espère en train de changer. Mais c'est toujours très compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une bonne partie des électeurs ont parfois un certain âge et ils peuvent être également assez conservateurs, et on peut perdre aussi ces personnes. Là, aux États-Unis, vous parlez? Oui, bien évidemment. Enfin, les États-Unis qui sont assez conservateurs, donc je pense pas que ce soit utilisé. Alors, déclarer son orientation sexuelle, Raphaël Rémy-Leleu, pardonnez-moi, mais ça ne peut être que vertueux. Je le crois surtout qu'en fait, sinon vous êtes dans le présupposé de l'hétérosexualité. C'est ça surtout. C'est que, par exemple, je prends mon cas personnel, comme ça je suis tranquille, je ne cite personne, je ne vais outer personne. La première question qui est posée à mon propos sur un fameux moteur de recherche, c'est Raphaël Rémy-Leleu, compagnon. Qu'est-ce que vous en savez? Et puis limite, qu'est-ce que ça regarde les gens? Mais ça pose aussi la question du rapport à l'intime et à l'exposition en politique. Et je trouve que c'est une bonne question parce que on a beaucoup parlé du fameux coming out de Lucie Castet. Et du coup, j'ai voulu retourner à la source. Elle a simplement dit dans Paris Match: je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille, ma femme et notre enfant et dire qui je suis. N'importe quel homme aurait juste déclaré cette phrase toute simple, on n'en aurait pas parlé du tout. Là, le sujet, c'est qu'elle est lesbienne. Et donc, j'ai 2 cadeaux pour Jean-Michel Fauvergue. Le premier, mais parce que je sais que ça vous tient à cœur et que on est quand même capable d'être d'accord sur des sujets de sécurité qui sont des sujets importants. Le chiffre vient du ministère de l'Intérieur. C'est mon premier cadeau. En 2023, il y avait plus 13% des actes violents commis contre des personnes LGBTQIA+, pour des actes homophobes, lesbophobes, transphobes. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et puis en vous entendant, parce que je pense qu'il y a une vraie sincérité à débattre du sujet sans tomber dans la haine ou la violence, je vous avoue, en toute sincérité, j'avais mis mon badge parce que j'ai une tache de stylo. Mais je vous offre ce petit badge qui dit bravo les lesbiennes. Parce que plus encore, je crois que les lesbiennes ont été confinées au placard très longtemps. Je vous fais confiance pour faire passer plus que les gays, les deux sont pareils. Hein, oui, et puis on peut aussi le dire, les homosexuels sont aussi discriminés que les femmes. Et en fait, c'est le problème, c'est aussi le cumul des dominations auxquelles sont particulièrement confrontées les lesbiennes. Et je crois que c'est peut-être en cela que Lucie Castet est une précurseuse de la même manière qu'Alice Coffin, parce que c'est l'éruption des lesbiennes aussi dans la vie publique et politique. Eh bien, merci pour ce sujet fort intéressant, Jean-Michel Fauvergue. Ils sont vraiment forts. Hein, Ils sont forts, on devrait voir. Encore un sujet. J'ai gagné un pins. Et vous avez gagné un point pour demain. Allez, le coup de projecteur, c'est dans pas longtemps. La France a tué mon mari par son laxisme, par son insuffisance et son excès de tolérance. Ce sont les propos de la veuve de l'adjudant Éric Comines lors de sa prise de parole d'hier. Gérald Darmanin, quant à lui, comprend son cri de détresse. Et vous, au-delà de l'émotion, estimez-vous que l'État est le responsable de ce drame? Madame Comines évoque la justice, les décisions politiques prises par les différents gouvernements de notre pays à partir de 1981. Le statut de l'auteur aussi, elle évoque des faits. Cette femme nous interroge d'une certaine manière, alors essayons de répondre à la question. Nous la formulons de cette manière. La France est-elle responsable de la mort du gendarme Comines? Et vous votez sur le compte X de Sud Radio, vous votez oui à 92%, vous les auditeurs de Sud Radio. Alors évidemment, vous pouvez réagir si vous avez quelque chose à dire à ce sujet au 0800 26 300 300, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les
vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Les vraies voix de l'été sont encore avec vous et on vous rappelle nos 3 vraies voix du jour, Frédéric Brandel. Et alors Jessie Claude est avec nous, Raphaël Rémy Leleu et Jean-Michel Fauvergne. Générique, non, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Allez, le discours a d'abord profondément ému en raison de la manière authentique et sobre dont il exprimait la douleur d'une femme qui venait de perdre son mari gendarme dans des circonstances tragiques. Je comprends ce cri de détresse, de colère, et je suis là pour l'entendre. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. Cependant, au-delà de l'émotion initiale, certains des propos tenus par la veuve de l'adjudant Éric Comines incitent à une réflexion plus poussée. Notamment, je la cite, « La France a tué mon mari par son laxisme, par son insuffisance et son excès de tolérance. » Le gendarme Éric Comines a perdu la vie lundi soir à Mougins dans les Alpes-Maritimes après avoir été percuté lors d'un refus d'obtempérer par un chauffard déjà condamné à de multiples reprises et sous emprise de l'alcool. Sa femme, Harmonie Comines, donc a déploré la perte d'un homme attentionné et d'un papa juste et aimant. Elle prend également position sur les choix politiques qui orientent les décisions de justice. Aussi pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Hashtag refus d'obtempérer pour le repère. La France est-elle responsable de la mort du gendarme Comines? Ce à quoi vous répondez oui à 92%. Vous pouvez nous appeler, vous le savez, au 0826 300 300 pour participer au débat. Et nous sommes avec maître Alexia Descamps pour en parler. Alexia Descamps, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit routier. Oui, absolument. Alors on va vous poser la question à vous. La France est-elle responsable de la mort du gendarme Comines, maître? Alors, je ne vais pas me permettre de répondre à cette question de façon personnelle. Je vais y répondre de façon professionnelle plutôt, je pense. Oui. Je ne suis pas d'accord complètement. Je comprends la détresse de Madame Comines, hein, bien évidemment. Enfin, je la comprends. Je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, donc en même temps, on ne peut pas se mettre à sa place. Mais je pense que la France ne peut pas être jugée responsable intégralement du fait de son fonctionnement juridique aujourd'hui et des textes de loi. Ça peut pas être la seule responsable de ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est présumé responsable de ce drame. Et pour l'instant, malgré le fait que je comprends la détresse de Madame Comines, je peux pas orienter mon accusation entre guillemets, enfin une accusation sur le pays. Ça me paraît un peu surdimensionné. Derrière, effectivement, c'est cet appel du cœur de cette dame. Il y a la question. La France s'est-elle donné suffisamment les moyens de mettre hors d'état de nuire ceux qui représentent un danger? On revient vers vous, maître, mais déjà autour de la table. Jessie Claude. Je pense qu'effectivement, sur bien d'autres aspects aujourd'hui, on peut réévaluer notre service public, soit les forces de l'ordre, soit les soignants ou les enseignants. Je pense que le cri de douleur de cette femme, c'est un j'accuse de tristesse. C'est son j'accuse de douleur, de femmes qui souffrent, de veuves complètement endeuillées. Et je pense qu'il faut remettre le contexte émotionnel dans lequel elle dit ça avant de le mettre dans un contexte sociétal puis politique. Parce que si ce drame n'était pas arrivé, qu'aurait-elle pu reprocher à la France ? Donc, il y a ces premiers aspects qui sont liés à la situation qu'elle vit, et il y a effectivement la réévaluation. Comme Maître Descamps disait juste avant, il y a cet aspect juridique, et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est lorsqu'un cas de figure fait réévaluer ou fait repenser une juridiction. Donc, effectivement, comment repenser à partir de ce drame les refus d'obtempérer dans la société. Aujourd'hui, on peut en comptabiliser, je crois, entre 25 et 27 000 à peu près par an. Comment il y en a un toutes les 20 minutes. Exactement. Comment on traite ces phénomènes qui aujourd'hui sont de plus en plus récurrents et causent de plus en plus de conséquences très graves dans la société. Est-ce qu'il faut durcir? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de premier refus, lors de perte de points? Enfin, je pense qu'il faut repenser la chose, mais il faut replacer les mots de cette veuve endeuillée dans la souffrance et dans la situation dramatique qu'elle vit actuellement. Jean-Michel Fauvergne, on l'évoquait tout à l'heure, parce qu'on en a parlé tout au long de cette émission, on évoquait le fait qu'en fait, le problème, c'est peut-être simplement aussi qu'il faudrait que la justice elle-même, les magistrats, fassent appliquer les peines, et des peines plus sévères, et que finalement les lois et les systèmes existent déjà. Donc il faudrait juste qu'ils soient appliqués en fait, pour que ça change.
Si vous permettez, d'abord, je vais vous dire une chose simple en tant qu'ancien policier, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un policier ou un gendarme ou un autre fonctionnaire d'autorité, quel qu'il soit, qui meurt dans ses fonctions, dans l'exercice de ses fonctions. Moi, j'ai le cœur qui saigne parce que c'est des choses que j'ai connues et qui me touchent. Et donc, je veux être du côté de la famille. Et je comprends la tristesse de cette famille. Et effectivement, il faut replacer tout ça dans le contexte de cette tristesse. Maintenant, je crois que, avec tout le respect que je dois à l'épouse, il y a une ça me semble être pas une bonne chose que d'abord de viser la France. La France n'est pas responsable. Celui qui est responsable, c'est déjà celui qui a foncé sur le gendarme. Ne l'oublions jamais. On a toujours une espèce de la part des Français, d'une manière générale, une espèce de réflexe d'accuser toujours son pays quand il se passe quelque chose. Non, c'est pas la France qui est responsable. C'est d'abord cet individu-là, et ensuite il faut savoir pourquoi il est responsable. Et effectivement, et là j'en reviens directement à votre question, c'est un individu multirécidiviste connu et qui n'a pas été condamné. Donc il y a une faillite. Il y a une faillite dans les organisations de notre pays qui sont pas forcément c'est pas la France qui est en faillite, c'est une organisation qui n'a pas fonctionné. Et l'organisation qui n'a pas fonctionné, malheureusement, c'est la justice, et souvent elle fonctionne mal, ou elle fonctionne pas du tout. Et s'il y avait des peines qui étaient appliquées dès la première, pas forcément des peines de prison d'ailleurs, mais des peines qui sont appliquées dès les premières infractions, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. Et ça c'est quelque chose d'évident dans le pays aujourd'hui. La question est posée concernant la justice. Maître Alexia Descamps, vous êtes, je le rappelle, avocate dans le droit routier. Est-ce que aujourd'hui les peines, elles sont appliquées? Est-ce que la justice a les moyens de mettre hors d'état de nuire ceux qui représentent un énorme danger sur les routes? Quel constat vous faites? Non, je pense très sincèrement que les peines aujourd'hui sont très longues à être appliquées. Donc on a un décalage très certain entre le prononcé de la peine et son exécution, sauf en cas de comparution immédiate, où là, effectivement, très souvent, la personne part en détention, par exemple. Ce qui est pas toujours justifié forcément, mais là ils appliquent parce qu'en fait ils ont les moyens sur place. Moi, je le constate dans les jugements que je reçois qui condamnent. On a un petit souci. Et essayez de ne pas trop bouger. Est-ce qu'on vous a retrouvé ou pas? Est-ce que je suis audible? Vous êtes là. Allez-y, ne bougez plus, nous vous écoutons. Je ne bouge plus. Je constate, très sincèrement, qu'aujourd'hui, quand il y a le prononcé d'une peine, que ce soit de la détention ou même de la suspension du permis de conduire, ou même le prononcé d'une amende, simplement une amende, parce que le droit routier concerne quand même beaucoup d'infractions et pas que des refus d'obtempérer, Dieu soit loué. L'exécution de la peine, la mise à exécution de la peine peut être effectivement très longue. Raphaël Rémy-Leleu, vous aviez envie de réagir à ce que se dit? Oui, déjà parce que je suis contente de voir qu'il y a une forme d'union face à la douleur de cette dame, et je crois que son témoignage est absolument bouleversant, qu'il a attristé beaucoup de personnes, et que c'est normal aussi d'avoir un moment de recueillement, d'une forme de recueillement face à cette douleur, parce que j'aimerais pouvoir qu'on se dise aussi, a fortiori, quand c'est un membre ou une membre des forces de l'ordre qui décède dans de telles conditions, que la France elle-même est aussi en deuil. Et puis, une réaction sur les moyens de la justice. On parlait de l'exécution des peines. Il y a de vrais soucis de moyens de la justice. Et je pensais à d'autres cas que je connais encore mieux, à savoir ceux des violences sexistes et sexuelles, où on a des délais d'attente avant jugement qui sont extrêmement longs, parfois même des délais de transmission de jugement avant même l'exécution de la peine, mais qui sont absolument délirants, et des victimes qui doivent attendre 2 ans avant que le jugement soit transmis pour être reconnu dans leur statut de victime, pour avoir droit à la réparation. Et donc on a un vrai problème là-dessus sur les délais et donc les moyens de la justice. Quant aux évolutions possibles sur les refus d'obtempérer, il faut néanmoins préciser que les refus d'obtempérer sont très problématiques, mais leur nombre diminue un peu chaque année, depuis 5 ans maintenant. Par contre, on a toujours des refus d'obtempérer dangereux, qui du coup augmentent en proportion.
Et on a peut-être aussi de la finesse à aller voir et à rappeler que des véhicules peuvent être considérés comme des armes par destination, et que quand on balance un véhicule à toute vitesse qui va peser entre 1 et 3 tonnes peut-être face à des personnes, il y a à un moment la question de la volonté de nuire et de la violence volontaire qui doit être posée. Et la question de l'autorité de l'État aussi. Bien sûr. Jessie Claude, justement, cette question d'autorité de l'État, est-ce que c'est pas aussi un problème global? Parce que l'autorité, elle est quand même très mise en cause en ce moment en général auprès de nos fonctionnaires, que ça soit les profs. On sait que les pompiers ils sont embêtés aussi. On sait que bref, tous les fonctionnaires importants qui font que le pays tourne aujourd'hui, y compris évidemment les policiers, les gendarmes, sont mis à mal assez régulièrement à cause de ce déficit en fait de l'autorité peut-être. Alors je pense effectivement qu'il y a un déficit d'autorité, mais pour rebondir très brièvement sur ce que disaient juste avant mes collègues, il y a effectivement ce sujet aujourd'hui de se dire là, c'est un refus d'obtempérer, mais les chauffards font d'autres victimes sur la route. C'est pas toujours des forces de l'ordre. Et aujourd'hui, comment on traite ces phénomènes-là de violence sur les routes d'un point de vue plus large que celle vis-à-vis du cas que nous traitons maintenant. Lorsque vous parlez du déficit d'autorité, je parlais de ça avec des amis à moi dernièrement, et je leur disais, mais vous savez, moi, lorsque j'étais élève à l'école, le directeur rentrait dans la classe, les élèves se levaient. Aujourd'hui, lorsque le professeur parle à un élève, l'élève, c'est à peine s'il lève la tête et il peut rester sur son portable. Et si ça l'intéresse ou pas, il interagit avec l'enseignant. Donc effectivement, je pense que le déficit d'autorité vient d'une certaine forme de laxisme d'un point de vue général. J'ai vu qu'il y avait l'interdiction d'utilisation des téléphones portables dans les établissements. Ah oui, enfin pour moi je comprends même pas comment on pouvait laisser les téléphones, et je pense que comment ça s'appelle, le respect des institutions, le respect des forces de l'ordre, ça vient aussi avec une certaine discipline qu'on doit pouvoir imposer sans passer par la force, et pour dire mais là on est dans un contexte où ce n'est pas le moment pour l'élève en question peut-être de parler, ou du moins lorsqu'un policier vous interpelle, c'est peut-être le moment pour ce policier de me poser la question auquel moi je pourrais répondre après. Et il y a un vrai sujet, il y a un vrai déficit d'autorité, mais je pense qu'il y a que le laxisme. Effectivement. Eh bien merci, merci à tous les trois, merci à vous maître pour votre témoignage. Merci à nos 3 voix du jour. Je vous rappelle qu'on était avec Jean-Michel Fauvergue, qui est ancien patron du RAID et ancien député. Raphaël Rémy-Leleu était là, conseillère de Paris, écoféministe. Et puis Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France. Merci. Sans oublier maître Alexia Descamps, évidemment, avocate dans le droit routier. Merci de nous avoir éclairés. Merci à tous. Très bonne soirée. Vous restez avec nous, chers auditeurs, puisque entre 19 et 20h, ce sont les vraies voix qui font rouler la France. Et là, ce soir, c'est un thème spécial. C'est le thème des Jeux paralympiques, de l'accessibilité et de la mobilité sur le territoire, avec de beaux invités. On vous attend à tout de suite. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.